Et donc je vais passer tout de suite la parole à notre hôte, Jean-Luc Romero, pour la ville de Paris. Bonjour à toutes et à toutes, et au nom de la maire de Paris, Anne Hidalgo, je vous souhaite la bienvenue dans cet auditorium qui recommence enfin à vivre, puisque nous n'avons pas pu vous recevoir pendant quasiment 1 an et demi, que ça a été pour nous un déchirement pour chacune et chacun d'entre nous dans cette période qui a été extrêmement difficile à vivre. Et donc c'est un vrai plaisir de réouvrir ces jours-ci cet auditorium, et aujourd'hui avec un sens tout particulier, c'est-à-dire de vous recevoir, la Ligue des droits de l'homme. Vous savez l'attachement que nous avons à Paris, l'attachement que la maire a pour la Ligue des droits de l'homme et l'attachement. Donc bonjour à tous et à toutes. Merci en effet Jean-Luc Romero-Michel de ces mots d'accueil. Et c'est vrai que ça fait plaisir de se retrouver physiquement dans une salle de la ville de Paris et être accueillis comme nous le sommes toujours très bien dans ces lieux, et encore plus sur le sujet d'aujourd'hui. Merci de ce message évidemment de solidarité, d'amitié et d'affection vis-à-vis de la Ligue, évidemment sur nos combats communs, la laïcité, la fin de vie, et en effet, tu sais que j'y suis aussi particulièrement sensible, mais aussi de ce message, et en effet, cette journée, et j'en parlerai à un moment, de cet hommage à Michel Tubiana, parce qu'en effet, il faisait partie de ceux qui ont justement travaillé concrètement sur les questions qui sont aujourd'hui les nôtres. Nos échanges d'aujourd'hui peuvent nous sembler infimes vis-à-vis de l'immensité de la problématique qui nous réunit. Mais ils seront, j'en suis sûre, riches en informations indispensables à notre vigilance, voire à la mise en place d'actions de prévention. Et trop souvent, la Miviludes observe des victimes d'infractions sexuelles qui ne réalisent que longtemps après les faits, voire qui ne réalisent toujours pas, qu'elles ont été victimes de violences sexuelles en raison de ce phénomène d'emprise. L'angle le plus pertinent, de par la fonction que j'occupe, mais il ne faut pas oublier que je suis peut-être chef de la Miviludes, mais je suis magistrate et je ne peux pas être magistrate sans chef de la Miviludes, et si je suis chef de la Miviludes, c'est parce que je suis magistrate, paraît-il. Donc, de par la fonction que j'occupe et la fonction et le corps dont je suis issue, est alors de répondre à la question suivante. Peut-on réellement parler de consentement dès lors qu'il s'agit d'une relation sexuelle sous emprise mentale ? Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter justement cette problématique très complexe, effectivement, qui est cette notion de violence sexuelle et d'emprise mentale. À mon sens, effectivement, il sera important de vous expliquer aussi une notion centrale entre ces deux points, qui va être la notion de traumatisme, voire de psychotraumatisme. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, effectivement, tout le monde aime les chiffres. En voici quelques-uns avec une définition déjà première. Ce qu'on pourrait concevoir comme étant une violence sexuelle dans le sens général, ce sera effectivement ce qui va recouvrir les situations dans lesquelles une personne va imposer à une autre personne un ou des comportements, un ou des propos, oraux ou écrits à caractère sexuel. Et effectivement, d'autres termes, ces comportements ne sont pas subis, ils ne sont pas désirés, pardon, ils sont subis par les victimes. Elles sont l'expression de la volonté, du pouvoir de l'auteur sur la victime. D'autres tentatives de persuasion, bien évidemment, les techniques comportementales, vous en parliez tout à l'heure, on va modifier les relations que l'individu peut avoir, les techniques émotionnelles, les techniques cognitives, et puis les techniques d'état dissociatif, puisque quand je suis dans la dissociation, par définition, je ne suis plus forcément maître de moi-même, je n'ai plus accès à cet esprit critique, je ne peux même plus contester finalement. Comment vais-je faire, très simplement, en tant que gourou ? Eh bien, en utilisant la privation de nourriture, que je vais appeler stage de jeûne. De sommeil peut-être effectivement, en vous disant tout simplement que la prière à l'astre lunaire doit se faire à 3h du matin et à 5h du matin, puisque c'est ainsi qu'on est dans les meilleures connexions telluriques. Je vais utiliser des toxiques, notamment l'ayahuasca par exemple, ces racines qui vous permettent de revenir dans les états antérieurs et dans vos vies antérieures bien évidemment, jusqu'à découvrir que vous étiez un Atlante. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous ne supportez pas l'autorité, c'est que quand vous étiez un Atlante, on vous a brimé. Je vais supprimer tous les liens affectifs antérieurs que vous aviez, toutes les émotions rattachées au passé, et je vais recomposer, vous le nommiez tout à l'heure encore une fois en dernière phase, je vais recomposer l'ensemble des données vitales de l'individu, je vais tout modifier, je vais instaurer quand est-ce que vous allez dormir, avec qui vous allez coucher, quand est-ce que vous allez manger, où et quand vous allez travailler. Je vous remercie encore une fois et j'espère avoir été clair. Donc les écoles Steiner, en fait, pour vous dire comment ça a commencé, moi j'étais journaliste. Et j'ai découvert dans un podcast qui s'appelle Méta de choc, une série, en fait, c'était sur 5 heures, c'était Ma vie en anthroposophie, avec Grégoire Perra. Et en fait, j'ai découvert l'anthroposophie, je connaissais absolument rien avant ça.
Et il y a plein de choses en 5 heures qui sont révélées à travers son témoignage. Et ce qui m'avait le plus choqué, c'était le traitement des enfants et notamment le fait qu'on passe sous silence des abus. L'anthroposophie, en fait, c'est un mouvement philosophique, enfin la manière dont eux le définissent, c'est un mouvement philosophique. Et ils ont été très malins parce que contrairement à d'autres types de mouvements, eux, ils refusent d'avoir l'aspect religieux, donc ils se disent pas du tout ésotériques, alors que quand on se penche un peu là-dessus, je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, on parle quand même de trolls, de karma, de démons, d'énergie, enfin voilà, des choses qui sont pas de l'ordre du rationnel. Et pour faire une enquête, il s'est trouvé que j'ai finalement interviewé aucune victime, j'ai interviewé des proches de victimes, parce que les victimes sont des enfants, et même si aujourd'hui certains ont grandi, ce ne sont pas eux qui témoignent, en fait, ce sont vraiment les parents. Et qui est très inquiétante, puisque mon enfant était en micro-crèche, dans une classe unique, il avait 2 ans et demi. Chaque matin, en micro-crèche, les parents sont les bienvenus pour accompagner les enfants pendant une demi-heure autour de ce qu'ils appellent la table des saisons, que j'appellerais davantage un autel par la dimension religieuse qu'ils accordent aux objets posés sur cette table. Dans toutes les écoles Steiner, vous pouvez regarder toutes les écoles sur Facebook, vous trouverez partout les mêmes codes. Des lutins sans visage, on dirait davantage impénitents, mais voilà ce qu'ils donnent aux enfants le jour de leur anniversaire. Ils lui ont fait comprendre que c'était maintenant son nouveau réparateur de bobos. Un jour, en rentrant de l'école, il me dit « Maman, je dois arrêter de t'aimer pour m'aider tout seul ». Connaissant mon fils à 2 ans et demi, il ne peut pas formuler ça tout seul. Et il m'a avoué avec crainte, il m'a confirmé que c'était une jardinière de l'école qui lui a dit ça. Et il y a un autre point aussi qui m'avait beaucoup choqué, c'est que quand on a soulevé les abus, etc., quand les parents ont soulevé ça, non seulement donc, ils ne réagissent pas, ils sont dans le déni, on leur demande de se taire, de ne pas parler entre eux, etc., mais en plus, à la fin, quand ils voyaient que la situation leur échappait, c'était de la faute de l'enfant. C'est-à-dire que ce couple à qui on a demandé de témoigner, d'avoir été manipulé contre le couple, entre guillemets, qui posait plainte pour viol, pour le coup par un adulte, une fois qu'ils se sont aperçus qu'ils n'étaient plus du tout adeptes de l'anthroposophie et de l'école Steiner, on leur a dit, du jour au lendemain, la veille, leur enfant était formidable, était génial, etc. Et là, d'un coup, on leur a dit, en fait, votre enfant est ingérable, on ne peut rien faire pour lui, on ne peut plus rien en faire. Je crois que c'est ça, on ne peut rien en faire. Et en gros, on ne peut pas s'occuper de votre enfant. Et les écoles, ce sont des écoles de la haine, tout simplement, qui sont là pour formater ces enfants à être plus tard de futurs écofascistes. Je vous montre le livre qui raconte en fait cette histoire de 40 ans, plus 10 ans de harcèlement anthroposophique. Une vie en anthroposophie. Mais en fait aujourd'hui, je suis venu pour vous annoncer une bonne nouvelle. C'est avec une grande joie que je viens vous parler de ma victoire dans le procès, un des procès, que m'avaient intenté les représentants de la médecine anthroposophique en France. Le délibéré du jugement a été rendu le 7 octobre dernier. Alors, je suis professeur de philosophie et cette année, je prépare l'agrégation interne. Et nous avons 2 notions à étudier, la justice et le bonheur. Alors, je ne sais pas si j'ai encore bien compris ces 2 concepts, mais je crois avoir saisi le lien entre les deux, au moins émotionnellement, parce que cette décision de justice, elle me rend heureux. Et je dis ça avec la profondeur que ces 2 concepts peuvent avoir, justice et bonheur. C'est une grande et belle victoire. Les attendus du délibéré sont magnifiques. La condamnation des anthroposophes, elle est lourde et sans ambiguïté. Les médecins anthroposophes me réclamaient plus de 37 000 € pour injure et diffamation, suite à la parution de mon article intitulé « Mon expérience de la médecine anthroposophique ». Ce sont eux qui sont condamnés à 25 000 € à minima pour procédure abusive et avoir tenté d'éviter un débat public avec des méthodes qualifiées d'immorales par le juge. Comme l'ont précisé les juges du tribunal judiciaire de Strasbourg, ce procès n'était qu'une partie du dispositif destiné
à me faire taire. 2 autres procès avaient été lancés en même temps, il y a 3 ans, par d'autres représentants de l'anthroposophie. La Fédération des écoles Steiner-Waldorf en France et une professeure de l'école Steiner-Waldorf de Verrières-le-Buisson, dans l'Essonne, ce qui faisait monter la menace à plus de 94 000 €. 94 000 €, plusieurs années de mon salaire d'enseignant, une attaque en meute, quasiment l'emprunt de mon appartement sur 25 ans, de quoi ruiner une vie. L'anthroposophie, c'est le cœur battant, ce sont les multiples lieux de germination et de diffusion des réseaux complotistes et anti-vax qui pullulent soudainement pendant cette pandémie que nous venons de traverser, créant cette infodémie tout aussi grave, parce qu'elle menace durablement la cohésion sociale et les valeurs de la République. Le danger de l'anthroposophie est réel. À mon sens, il est encore sous-estimé, car cette organisation s'est non seulement répandue un peu partout, dans les classes populaires comme chez les élites, chez certains ministres ou hauts responsables, comme dans les éco-villages comme Éour, en marge de tout, mais elle est aussi transnationale. Et elle porte en elle un projet de contre-civilisation. Si vous ne savez pas ce que sont les thérapies de conversion, donc, au sens large, c'est l'ensemble des pratiques qui visent à modifier ou réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre des personnes. Donc c'est des pratiques qui peuvent exister dans différents types de milieux et pendant une période, pendant longtemps, dans la deuxième partie du XXe siècle aux États-Unis, mais aussi en France et dans beaucoup de pays occidentaux, la médecine et la psychiatrie étaient encore largement homophobes et avaient recours à des pratiques assimilables à de la torture pour guérir l'homosexualité, guérir évidemment avec des guillemets. Donc on pratiquait à l'époque des traitements par électrochoc, des lobotomies, des thérapies par hormones, etc. Et puis peu à peu les sociétés occidentales, après le combat des premiers militants pour les droits homosexuels, les sociétés occidentales ont commencé à reconnaître que l'homosexualité n'était pas une maladie. D'abord l'homosexualité, puis la transidentité. Et à partir de là, en fait, schématiquement, à partir des années 70, des groupes religieux fondamentalistes ont un petit peu pris le relais, avec des méthodes qu'on qualifierait de plus soft, qui en fait ont des dégâts tout aussi graves sur le psychisme des victimes. Et donc nous, on a enquêté vraiment sur cette partie des thérapies de conversion, c'est-à-dire qu'il en existe aussi, toujours aujourd'hui, là récemment j'ai appris qu'il y avait une psychiatre de la PHP qui pratique des thérapies de conversion, donc ça existe toujours en milieu médical. Mais aujourd'hui, c'est principalement des groupes aux confins de la religion et de la pseudo-psychologie qui les pratiquent. Et donc nous, on a travaillé sur ce qu'on appelle le mouvement ex-gay. Le mouvement ex-gay, c'est des groupes qui sont nés aux États-Unis dans les années 70, dans les milieux évangéliques, où en fait des homosexuels qui avaient parfois milité pour les droits homosexuels, etc., s'étaient convertis au christianisme évangélique et s'étaient alliés à des pasteurs pour répandre le discours selon lequel on pouvait guérir de l'homosexualité par la conversion, par les groupes de parole, etc. Et donc la seule solution qu'on a trouvée avec Jean-Loup, une fois qu'on avait identifié ces principaux groupes, principalement Torrent de vie chez les évangéliques et Courage en milieu catholique, c'était l'infiltration journalistique. Et c'est là que Jean-Loup entre en scène. Voilà. Alors c'est important que Timothée fasse cette petite précision parce que l'infiltration journalistique, c'est quelque chose à laquelle on n'avait pas spécifiquement pensé. C'est vrai que c'est un format qui est un peu sensationnel, donc qui est aimé des télévisions un peu. Mais pour nous, ça a été surtout et principalement une façon de pallier au manque de victimes et de témoignages en fait. Le pasteur s'appelle Werner Lorcher. C'est donc un pasteur protestant évangélique qui a créé Torrent de vie dans les années 90, en 95, c'est ça, à Belleville. Donc il est toujours à Belleville. Selon les dernières informations, il est toujours à Belleville. Torrent de vie existe toujours, d'ailleurs, je précise en passant. Torrent de vie existe toujours.
Et je me rends compte de l'aura et de l'impact que ce pasteur a sur les participants de ces stages-là. Je me rends compte aussi de la complexité de la question. C'est-à-dire que j'étais pas face à de méchants homophobes qui voulaient pas qu'il y ait d'homosexuels. C'était pas du tout ça. Je me retrouve pas du tout là-dedans. Je me retrouve dans un groupe où tout le monde est accueilli. Vous savez, c'est cette phrase, on dit qu'on accueille le pécheur et pas le péché. C'est cette phrase-là, en fait. Donc il y a une ambiance de convivialité et d'intimité qui est très forte. Tant et si bien que je me retrouve à me sentir proche de personnes assez rapidement, en fait. C'est-à-dire qu'on se lève le matin, on petit déjeune ensemble. Ensuite, il y a un enseignement qui va durer entre 1h30 et 2h. Un premier groupe de parole. Donc on est répartis en petits groupes, non mixtes, comme je vous expliquais. Et dans ces petits groupes de parole, on est invité à parler de tout ce qui... de notre enfance, de nos parents, de tout ce qui est, disons... très intime pour nous et à l'origine de tout ce qui est culturel chez nous, en fait. C'est-à-dire comment étaient nos parents, est-ce qu'ils étaient religieux ou pas, comment est-ce que maman était, est-ce qu'elle était trop présente, est-ce qu'elle était absente. En fait, je me rends compte avec le temps qu'ils cherchent à repérer le moment où l'homosexualité s'est installée, en fait. C'est ça qu'ils essaient de repérer. J'avais 19 ans lors de ma première rencontre avec Suzanne et Benoît Yangting. Excusez-moi, j'en suis bien sortie, mais c'est toujours douloureux de replonger dans tout ça. Donc c'était à Paris en 1987. Mon père allait épouser la petite sœur de Benoît Yangting. Et c'est lui qui deviendra, donc, quelques années plus tard, mon gourou sous couvert de thérapie. Les premières rencontres avec Suzanne et Benoît Yangting se sont déroulées donc dans un contexte familial, de fêtes, des moments chaleureux. Et lors du séjour, lors du mariage de mon père en Martinique, lors d'un repas, Benoît Yangting a pour la première fois évoqué ses soi-disant thérapies en disant qu'une de ses patientes avait revécu en thérapie avec lui l'avortement, qu'elle disait avoir subi lorsque sa mère était enceinte. Et cette jeune femme-là était allée voir sa mère qui lui avait confirmé effectivement ce souvenir intra-utérin, soi-disant souvenir. Voilà, donc il y avait quelques éléments comme ça qu'il partageait sur ses soi-disant thérapies. Pendant 4 ans, il y a eu quelques rencontres de restaurants, de cinéma. C'était un peu la grande vie pour moi, alors que moi j'étais étudiante. Il m'offrait des cadeaux. J'habitais en province, donc c'était très ponctuel. Et puis à 23 ans, je suis montée à Paris pour poursuivre mes études de psychologie. Et j'allais pas bien, je pleurais souvent, je me disais que la vie n'avait pas de sens, j'avais des difficultés relationnelles, mon père était loin, j'étais en psychanalyse mais je ne m'en sortais pas. Et Suzanne et Benoît Yangting ont continué à m'apprivoiser. Et un de leurs neveux, qui était déjà lui adepte, m'a invité au restaurant et m'a parlé de sa thérapie, soi-disant avec Benoît Yangting, en m'en vantant les mérites. Il m'a dit tout ce que ça lui avait apporté. Il m'a fait lire son bilan de thérapie, un document écrit très détaillé sur tous les changements qu'il attribuait à cette soi-disant thérapie. Et il m'a dit le bonheur existe, je suis heureux, si tu cherches, ne te trompe pas de chemin. Et puis là-dessus, mon père a rajouté, quand je l'avais au téléphone, mais pourquoi tu ne vas pas voir Benoît? Et il m'a dit que c'était gratuit pour la famille. Puisque je rappelle que Suzanne et Benoît Yangting étaient devenus mon oncle et ma tante par alliance. Je me souviens d'être ressortie de l'échange avec beaucoup d'espoir et beaucoup d'enthousiasme sur ce qu'ils proposaient. J'avais été écoutée. Et alors la question d'argent était quand même néanmoins très compliquée, puisqu'il m'a annoncé son tarif. Et à l'époque, donc en 1993, le tarif était de 1200 francs de l'heure. Sachant que sa thérapie, entre guillemets, c'était 6 à 7 heures par jour, 7 jours sur 7, minimum 3 semaines. Donc en faisant rapidement le calcul, on arrive à 150 000 francs. Au premier jour, à 7h30, quand la session a commencé, j'ai découvert l'exigence de la nudité.
Alors en fait, il était donc 7h30 quand je suis arrivée. Je pensais m'asseoir en face à face. Alors il m'a fait asseoir en face à face et puis là il m'a dit il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que la session se passe nue. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais faire un très court chapeau sur MISA, sur le mouvement pour l'intégration spirituelle dans l'absolu, juste pour planter le décor. Et ensuite on écoutera Rebecca Sonkila, qui est australienne et qui vit en Finlande actuellement et qui a eu fort à faire avec ce mouvement. Donc quelques mots sur le mouvement d'intégration spirituelle dans l'absolu. MISA, c'est animé par un gourou qui s'appelle Bivolaru, Grégorian Bivolaru, qui est né au début des années 50 et qui était plombier de métier avant de se découvrir une vocation de yogi et puis de gourou. Dans les années 70, sous Ceausescu, il a eu plusieurs condamnations pour diffusion de matériel pornographique, des problèmes, des déséquilibres psychiatriques par rapport à ses activités. En 90, donc, il crée MISA, Mouvement pour l'intégration spirituelle dans l'absolu, en cumulant les peines partielles et puis une détention anticipée. Il fera finalement un peu plus d'1 an de prison. Il ressortira en septembre 2017. À peine ressorti, la Finlande, d'où vient Rebecca, va lancer un mandat d'arrêt international pour des problèmes de trafic d'êtres humains, d'abus sexuels, etc., qui se sont déroulés à la fois en Finlande et à la fois en France, à Paris. Ceci étant, depuis septembre 2017, ce monsieur a totalement disparu. On ne sait pas s'il est en Uruguay, en Australie, en Roumanie, je ne sais pas, l'Italie, ou voir s'il est décédé. Ceci étant, il y a des activités toujours importantes de ce mouvement-là en France. Il semble qu'il n'y ait pas eu de plaintes ou peu de choses. Il y a eu des problèmes familiaux, notamment dans le sud de la France. Et je vais donner la parole à Rebecca. So I'll try and summarize a 6-year experience inside the High Control Organization and 3 years of recovery into an entertaining 15 minutes. In 2011, I was coming out of a divorce and in Australia, and my life was pretty good, but I knew it could be better. I knew I could be better, and I knew I was culturally socialized in a certain way. Yeah, I wanted to be a better person. I wanted to expose to myself the ways that I was closed-minded to myself, and to grow. And this desire to grow led me to come in contact with the organization MISA. I'm Australian. I came in contact with MISA in India. Quickly, I'm invited to go to Romania, free of charge, and invited by a very special man, a very mystical man who can offer me special things. When I first had sex with Greg, and I visited him twice, he was very sweet on arrival. But I waited for 5 days in a dirty room with 3 to 5 other sweaty girls, one bed, sometimes people sleeping on the floor, and there are no clothes allowed. The sexual positions are pre-prescribed in a particular order, and I constantly felt that I wasn't doing enough, doing it right, in the right way. And when the pain hits me of him tearing my cervix with his cock, I think that this is a spiritual awakening orgasm. Donc aujourd'hui, je vais vous parler je vais essayer de vous parler en tout cas des violences sexuelles dans le sport et spécifiquement de l'emprise dans le sport, parce que c'est l'emprise qui a lieu dans tous les domaines, pour toutes les victimes, bien entendu, mais il y a quelques spécificités dans le sport qui peuvent peut-être éventuellement faciliter entre guillemets cette emprise. Dans la symbolique du sportif, est une personne qui se soumet, qui n'est pas en mesure d'être performante. Et à partir du moment où on ne peut pas être performant, eh ben, on ne fait pas partie du milieu du sport, quoi. Parce que le milieu du sport, c'est la performance. On parle des JO, on parle d'un sport loisir, mais on est là
On est là pour jouer, on est là pour participer, mais beaucoup pour gagner quand même. Hein. Même à 5 ans, on veut gagner. Parce que bon, ça, il faut appeler un chat un chat. Donc, par définition, dans l'inconscient collectif des sportifs, à partir du moment où on est victime, on ne mérite pas, d'abord à ses propres yeux, on ne mérite pas le fait d'être sportif. Et donc ça, c'est un vrai obstacle à la parole libérée dans le cas de maltraitance dans le milieu du sport. Du sport, le club, c'est quelque chose de très particulier. On vit des échecs, on vit des victoires ensemble. C'est le groupe, on prend on rigole ensemble. C'est très profond, c'est très fort ce qui unit les sportifs entre eux, même dans les sports individuels. Et donc les sportifs ne veulent pas quitter ce monde. Et ils nous le disent. Beaucoup préfèrent supporter ce qu'ils supportent plutôt que d'en parler. Donc voilà les particularités du monde du sport et de l'emprise dans le monde du sport. Il me semble que ça complique un peu beaucoup de choses.